Il y a une fois dans mon voyage où j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je te donne le numéro de l'hôtel, si demain tu n'as pas de nouvelles de moi, appelle les urgences. » Parce qu'en Islande, le 23 décembre... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Interviews Gourmandes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sonia Bichet. Bonjour. Meilleure apprentie de France en 2015, championne du monde des écaillés en 2020, première au concours du Poisson d'Or en 2021 et surtout MOF, meilleur ouvrier de France en 2023 et créatrice du projet 20 milieux sur la mer et tout ça à 27 ans. 29 29 Le temps vieillit. Mais ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment tu as eu envie de te diriger vers cette voie qui est la poissonnerie, qui est les métiers de la mer? Eh bien, pour tout vous dire, c'était pas du tout mon idéal. D'accord. Moi, j'étais en bac scientifique dans la vallée de Chevreuse. Je devais rentrer en fac de droit. Et en fait, j'ai travaillé dans une poissonnerie le week-end pour me faire un peu d'argent, alors que 6 mois avant, comme toutes les ados, je passais en disant que ça sentait mauvais. Et je me suis pris d'affection avec cette ambiance un peu sur les marchés à 5 heures. D'ailleurs, j'y allais plus souvent qu'en cours. Et voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai annoncé à mes parents que j'avais vu qu'il y avait un bac pro poissonnier. Ils m'ont toujours encouragée, mais ils se sont dit, bon, c'est un peu fou comme projet. Passe ton bac, fais ce que tu as à faire, et puis après, tu retourneras à la fac. D'accord. Et en fait, j'ai passé mon bac S, je suis partie en bac pro et je suis jamais retournée à la fac. J'ai continué dans cette filière. Génial. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait rêver dans cette filiale et pourquoi tu t'es dit, pour rien au monde, je changerai de voie? Alors, je pense qu'au début, honnêtement, on se le dit pas énormément parce que c'est un métier qui est dur, on se sent pas forcément bon, on a des horaires en décalé, on a froid. Mais j'y ai trouvé un cadre, j'y ai trouvé de l'affection. Un cadre, c'est une autre vie. Moi, je viens de la vallée de Chevreuse, donc c'est vrai que c'est très... sans être péjoratif pour la vallée de Chevreuse, mais c'est assez aisé, on vise tous à faire des écoles de commerce, on fait très attention au mascara, au sac. Et en fait, je me suis retrouvée sur un marché où tout le monde s'en fichait du paraître, mais la personne que j'étais comptait. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Donc, je pense que c'est plus l'humain et l'artisanat qui m'a plu au début et qui m'a fait continuer dans cette filière. Et après, petit à petit, j'ai découvert les produits de la mer. Et honnêtement, quand on a un poisson dans les mains, c'est juste sublime. Et donc, petit à petit, mon goût au métier s'est développé. Mais au début, c'était plus l'artisanat. D'accord. Donc, la passion du geste, de la technique, du savoir-faire. Ça c'est venu au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'au début, on gratte des poissons, donc c'est pas super excitant. Quand on ouvre des huîtres, on se coupe. Et en fait, plus on devient à l'aise, plus on apprend à faire ça, plus c'est magique en fait. Quand j'ai un poisson entre les mains et que je le filte, je me sens bien. Et quand j'ai un plateau de fruits de mer à faire, je me sens à ma place, créative et je me laisse aller. Et alors justement, c'est un milieu qui est plutôt masculin, la poissonnerie. Comment tu as réussi à faire un peu ta place dedans? Alors, il faut que je dise quelque chose parce que la poissonnerie, c'est un métier de femme. Les hommes allaient pêcher, les femmes vendaient le poisson. C'est un métier où il y a encore de génération en génération de la transmission. Donc en fait, la femme est très acceptée en poissonnerie. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de métiers où la place de la femme peut poser problème. En poissonnerie, évidemment, il faut du caractère. On a du caractère, oui. On parle fort et on sait se défendre, mais on est quand même honnêtement bien accepté en poissonnerie. Donc les filles, n'hésitez pas à venir. Mais c'est vrai que moi, je pense l'imaginaire un peu commun des personnes qui ne savent pas trop, on peut se dire que c'est un milieu plutôt masculin, mais effectivement, le fait que les hommes aillent plutôt pêcher, t'as raison. En fait, c'est l'histoire. Donc, en effet, c'est masculin parce que, il fait froid, il faut le matin, quand il y a 200 kilos de glace à mettre sur l'étalage, il faut quand même un peu de muscle. Donc, c'est quand même très masculin. Hein. Il y a une majorité d'hommes. Mais en tant que femme, on est respecté. Et ça, il faut le dire. Ça fait du bien à entendre, en tout cas. Ouais. Durant ton parcours, tu as eu la chance de travailler dans des grands établissements, notamment avec Pierre Gagnère. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as appris et qu'est-ce que ça fait de travailler avec un gros chef comme lui? Et pour la petite aparté, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Gagnère, c'est un grand chef très étoilé, un des chefs les plus connus du monde. Voilà, c'est comme si on travaillait dans le cinéma avec Brad Pitt. Je pense que c'est un petit peu similaire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de travailler avec lui? Qu'est-ce que ça m'a fait? Moi, en fait, c'est arrivé à un moment dans ma carrière où du coup, j'ai été meilleure apprentie de France. J'ai voulu m'inscrire au meilleur ouvrier de France. On m'a annoncé que j'étais trop jeune parce qu'il faut avoir 23 ans. Donc, comme c'est tous les 4 ans, il fallait que j'attende potentiellement 8 ans une finale. Et donc, après ça, je suis partie en Suisse, à Monaco. Je suis à Monaco, à la Marée Monaco. Et j'ai un appel de Monsieur Gagnère qui ouvre un banc à fruits de mer à La Rochelle. Et là, j'ai tout plaqué. Je suis partie, bien évidemment, parce que c'est un grand chef. Et pour moi, c'était un honneur
qu'un chef comme ça mette l'écaille dans son restaurant et prenne un vrai écaillé. Est-ce que peut-être tu peux expliquer qu'est-ce que tu mets derrière le mot écaille? Le mot Qu'est-ce qu'un écaille, écaillé c'est vraiment exactement ce qui est plateau de fruits de mer. D'accord. Voilà, un écaillé fait les plateaux de fruits de mer, de la cuisson jusqu'à la mise en valeur sur les plateaux. Et c'est vrai que quand un chef comme ça cherche un écaillé, je ne pouvais pas renoncer honnêtement à cette place. J'y ai été et j'ai bien fait parce que j'ai pris une grande leçon d'humanité. Je pense que M. Gagnère, c'est quelqu'un de très humain, de talent. Parce que ça, tout le monde le sait, mais je suis obligée de le redire, il a un talent qui est complètement fou. Et ça m'a permis, moi, de me lancer dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on faisait un plateau de fruits de mer qui était entièrement cuisiné. Donc c'est la première fois, parce qu'on a fait un peu de traiteur quand on était à l'école, mais c'est la première fois où j'entrais la cuisine tranquillement dans mon travail. D'accord. Donc ça a été le début des plateaux de fruits de mer cuisinés que je fais encore maintenant. Et je le remercie parce qu'il m'a ouvert une nouvelle voie à ce que je faisais. Ouais, c'est une chance incroyable, mais une chance qui s'est provoquée. La chance se provoque, il faut savoir la prendre. Voilà. Par la suite, du coup, en 2023, tu remportes le titre de meilleure ouvrière de France. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ce titre? Quelles sont les étapes pour y accéder? Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, par la suite? En quoi ça consiste? Moi, c'était mon rêve. Voilà. Quand j'ai été meilleure apprentie de France, Monsieur Branin, mon formateur, passait les meilleurs ouvriers de France. Et j'ai vu dans ses yeux et dans sa façon de réviser quelque chose qui est complètement fou. Je me suis dit, mais il est complètement taré à apprendre des noms scientifiques de latin, enfin des noms latins scientifiques, pardon, comme ça. Et ça m'a tentée. Donc tout de suite, j'ai voulu faire les meilleurs ouvriers de France. Donc, il a fallu que j'attende 8 ans. Puis qu'est-ce que ça représente? L'excellence. Voilà. Je pense que c'est important de faire les choses et d'essayer de les faire au mieux. Après, c'est beaucoup de pression aussi. Parce qu'en quoi ça consiste du coup? C'est un examen? C'est un concours? Ouais, on dit concours, mais c'est un examen. C'est un examen national, c'est-à-dire que c'est une note. On peut être 0 à l'avoir comme on peut être 10 à l'avoir. Ça dépend des années, mais c'est tous les 4 ans encore une fois. Et nous, en poissonnerie, du coup, on a une grosse partie de filetage. Donc le filetage, c'est les techniques de découpe de poisson. On a une partie sur le poisson cru, avec assaisonnement. Après, on passe à la cuisson des crustacés, avec une dégustation. On dresse un plateau de fruits de mer et on remet tout ça sur un buffet qui a un thème. Et on a oral avec épreuve surprise. Aïe. Donc ça fait une très longue journée. Et l'épreuve surprise, ça peut être quoi, par exemple? Là, pour le coup, moi, ça allait. J'étais assez contente. Mais pendant notre oral, on a dû ouvrir des huîtres. Qui est un peu ta spécialité, puisque... Voilà. T'avais remporté Comme j'ai eu la Coupe du Monde juste avant. C'est vrai que j'étais assez heureuse. Du coup, ça m'a rendue à l'aise, en fait. Et par exemple, est-ce que tu as en tête d'autres épreuves surprises qui auraient pu... Je me suis penchée sur les sujets d'avant. Je n'avais pas forcément vu d'épreuves surprises. Mais je pense que demain, ils pourraient nous demander de faire un filet de poisson. En fait, c'est pour voir justement si on est à l'aise, si on arrive à répondre aux questions, comme si un client venait dans la boutique. Je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire et c'est hyper important parce que quelqu'un qui n'a qu'une seule tâche à faire, en général, on la fait bien. Mais tout de suite, quand on doit faire quelque chose et expliquer en même temps, pas forcément ce qu'on fait, mais d'où vient le poisson. En fait, c'est le travail du MOF au quotidien. Quand on va dans une boutique de MOF, aujourd'hui, le MOF, le meilleur ouvrier de France, nous raconte l'histoire de ce qu'on achète. Et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de mettre. Et j'ai trouvé ça... moi, j'ai trouvé ça super comme épreuve. Puis, pour le coup... Quand on gagne, forcément, ça a une saveur particulière. Voilà. Et donc, tu remportes notamment cette veste quand tu passes meilleur ouvrier de France avec le col tricolore, qui est le symbole des MOF. C'est une veste qui fait rêver et c'est une veste qui, en plus d'avoir cette veste, on représente la France, on représente la transmission, la bienveillance et l'excellence. Donc, l'excellence, c'est pas le jour J. C'est quand on devient meilleur ouvrier de France, c'est le premier jour d'une autre vie, ça c'est sûr. Mais c'est un travail perpétuel derrière, parce qu'on doit rester à la pointe des choses, on doit rester ouvert, on doit rester au top, quoi. C'est ça, c'est un peu comme les chefs quand ils obtiennent leurs étoiles. Le plus dur, c'est pas de l'obtenir, mais c'est de la garder. Ouais, alors c'est quand même dur de l'obtenir. Bien sûr. Non, parce que quand même, j'ai pris 10 kilos pendant mon MOF, j'avais des cernes jusqu'à là, je chantais le poisson tous les soirs. Non. Oui, beaucoup de sacrifices. Ouais, c'est dur de l'avoir et c'est encore plus dur de garder derrière. Mais derrière, c'est aussi un plaisir parce dès qu'on monte une étape dans la vie, dès qu'on met un pied sur une marche, certes, c'est encore plus dur d'attendre peut-être celle d'après, mais on est motivé par quelque chose. Bien sûr, quand on est passionné, c'est sûr que... Quand on met sa veste tous les matins, on se sent bien. J'imagine.
Tu parlais justement que tu avais des responsabilités derrière, tu représentais la France, la transmission, tu parlais de bienveillance aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête quand on te parle de tes responsabilités en tant que MOF ? Oui. La transmission, ça c'est une évidence. Derrière, on a un métier qui est en pleine actualité, donc je vais parler du métier de poissonnier, mais je pense que l'artisanat en général. On a l'écologie, on a l'environnement, on a un métier qui change, les poissonneries des années 50 que j'adore, mais où il y avait énormément de poissons sur l'étalage. Aujourd'hui, ça reflète plus forcément ce qu'on a dans les océans. Donc on doit faire des choix, on doit prendre parole sur des sujets comme de l'élevage ou quoi que ce soit, donc on n'est pas forcément là pour en parler. Mais donc oui, le meilleur ouvrier de France aujourd'hui, il permet de donner une voix à son métier, tout en essayant de conserver au maximum les ressources que la planète nous offre. Et ça, je pense que c'est le plus dur à faire et le plus important. Voilà, parce que si on veut des meilleurs ouvriers de France pendant 50 ans, il faut qu'on fasse attention. Et on le sait. Donc pas de drama, mais il faut être d'actualité. Tu parles d'un thème que j'aimerais aborder, à savoir justement toute la partie écosystème. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la faune et la flore sont quand même pas mal dégradées par tout ce qui est pêche intensive. Comment tu places, toi, justement, ces problématiques dans ton métier ? Et on les place sur la marge du podium. Évidemment, c'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Après, on ne peut pas prendre que la pêche intensive. On a la pêche intensive, on a la pollution, on a la surpopulation. On ne peut pas régler ce problème qu'avec une seule manette. Il faudrait qu'on se mette tous autour d'une table, mais on sait très bien que dans le monde où on vit, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Malgré que, mais ça on le verra, mais dans le tour du monde que j'ai fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se battent pour les mêmes causes. Donc on essaye de faire au mieux, on essaye d'ouvrir les sujets. Oui, c'est un problème. Voilà. On en a conscience en tout cas. Alors justement, est-ce que tu peux peut-être nous partager différents styles de pêche qui existent ? Comment les identifier quand on va acheter un poisson, quand on a envie d'acheter un poisson qui a été pêché de façon éthique ? Comment est-ce qu'on fait, nous, au quotidien, du coup, à notre échelle, pour essayer de ne pas participer à ces pêches intensives ? Aujourd'hui, la chance. Pour nous, des fois, je dois l'avouer, c'est un peu compliqué en poissonnerie parce qu'on nous demande beaucoup de réglementation, mais c'est hyper important pour vous, les consommateurs. Mais on a des étiquettes où tout est marqué dessus. Voilà. Donc, évidemment, la pêche la plus responsable, les pêches les plus responsables, ça va être tout ce qui est le casier, la ligne. Voilà, on remonte les poissons un par un, on fait attention. Tout ce qui est chalut, de fond et pélagique, c'est des pêches qui sont quand même beaucoup moins recommandées. Mais aujourd'hui, c'est encore une fois, il faut demander aux poissonniers, mais donc on a des pêches qui sont plus responsables que d'autres, mais il faut aussi faire attention à la saison, parce que le problème, c'est que si on prend des poissons de ligne, mais qui sont pleins d'œufs, le poisson ne se reproduit pas. Donc en fait, c'est vraiment un tout, encore une fois, et ça, je pense que c'est hyper important de vous rapprocher des poissonniers pour ça. Et nous, dans notre métier, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est de communiquer avec vous. En tant que moi, ça me fait plaisir. Bien sûr. Donc, faire attention aux étiquettes. Aux zones de pêche, privilégier forcément les poissons français, les poissons de saison, et avec des petites pêches qui viennent de nos côtes, c'est super. Donc, quand on va chez les poissonniers, sur l'étiquette qui est sur le poisson, on regarde effectivement le type de pêche et l'origine. Ouais, et type ça, de pêche, ça permet à notre échelle peut-être de consommer plus éthique. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de calendriers des saisons de poissons. Voilà, il y a pas mal de labels qui se lancent, il y a pas mal de monde qui suit tout ça parce que forcément c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à vous informer sur quelle est la saison du poisson. C'est ça qui est un peu dramatique dans notre métier, mais c'est pas parce que le poisson n'est pas cher qu'il est de saison. Oui. Parce que souvent les poissons se regroupent quand ils se reproduisent, donc le pêcheur en pêche beaucoup, donc on pêche des poissons qui ont plein d'œufs, mais au lieu de se reproduire, ils sont sur nos étalages, le prix a descendu, mais au final on paye des œufs qu'on va pas manger. Donc voilà, faut pas se fier au prix, faut vraiment s'intéresser, mais c'est un peu comme tous les sujets, je pense. Et toi, à ton niveau, comment tu fais justement pour sensibiliser les gens à consommer des produits de la mer plus responsables, plus éthiques ? Comment, toi, est-ce que tu fais ? Est-ce que c'est des initiatives particulières ? Oui, j'ai la chance dans mon parcours de beaucoup rencontrer de pêcheurs. Donc moi, j'ai pas de boutique, je pars en poissonnerie toute la journée, donc j'essaye vraiment d'aller voir les ostréiculteurs, les pêcheurs, et de m'inspirer un peu d'eux et d'écouter les discours. Je fais aussi beaucoup de masterclass avec les enfants. Donc, quand je vais à l'école pour les enfants, je ne peux pas prendre des poissons qui coûtent cher. Donc, on prend des petits poissons côtiers et on essaye de faire des recettes qui sont assez sympas. C'est en essayant de communiquer avec la filière que même moi, encore aujourd'hui, je me forme petit à petit parce que le réchauffement climatique arrive aussi. On a des mouvements de poissons, on a des mouvements de population. Donc, en fait, il faut apprendre un petit peu à s'adapter. Ouais, c'est ça. C'est quotidien, c'est toutes les saisons. On essaye de réfléchir. Et après, je pense que ça vient surtout du cœur, savoir si on veut faire les choses bien ou pas. Et justement, c'est chouette ce que tu expliquais. Tu sensibilises un peu, du coup, les enfants ? Oui, moi, je suis très engagée. C'est pour sensibiliser les enfants. Mais c'était surtout pour me dire que j'étais fière d'être poissonnière.
et que d'être poissonnier, c'est super cool. Et moi, aujourd'hui, j'ai une vie, j'adore ma vie. Et je me suis dit, mais si quelqu'un était venu dans mon école avec un poisson et m'avait fait ça, peut-être que... Bon, je dis pas que tous les enfants vont devenir poissonniers, mais ça ouvre. Susciter des vocations. Donc, à la base, c'est juste pour dire, OK, poissonnier, c'est cool. Oui, OK. Voilà. Parce que quand j'arrive, ils sont tous là, non mais ça semble mauvais, pourquoi vous avez pas pris la pâtisserie, madame, ça va pas être cool. Et au final, on parle poisson, ils touchent le poisson, on filte le poisson, on cuisine ensemble et ils mangent tout, voilà. Et ils veulent tous être poissonniers, alors je sais que ça dure 24 heures, mais ça me fait du bien. C'est bien de le dire parce qu'effectivement, dans l'imaginaire un peu commun, on peut se dire que c'est pas forcément un métier très sexy, qui par rapport à pâtissier, voilà, alors qu'au final, on peut évidemment s'épanouir et s'éclater. Je pense qu'il y a 2 visions dans la vie. Il y a les gens qui veulent, qui se fixent ce qui va bien aller, entre guillemets. Donc, je veux des horaires pas trop durs, et puis il leur arrive plein de catastrophes, voilà. Et puis, il y a nous, les poissonniers, on sait qu'on va être dans le froid, on sait qu'on va se lever tôt et on sait qu'on va sentir le poisson. Mais du coup, on se laisse ébahir par toutes les belles joies de la journée et on rencontre beaucoup de gens et voilà. Il faut savoir si on choisit les mauvaises parties de sa vie ou les bonnes parties. Et quand on est poissonnier, on sait ce qui ne va pas. Donc on n'est pas tous fous. Il n'y a pas 10 000 fous en France de poissonniers. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui nous attire. Et ça, on le garde pour nous. Mais venez en poissonnerie. Et je vous assure qu'après 24 heures, vous comprendrez un peu les sentiments qu'on peut avoir dans la journée. Est-ce que tu as justement quelques poissonneries en tête qui t'ont un peu inspiré ? Moi, dans mon parcours, j'ai vraiment travaillé dans beaucoup d'endroits. Après, Maison Vanham, tout le monde le sait, Arnaud Vanham, voilà, je le remercierai toute ma vie. Monsieur Brandin à Gaillac, qui a été comme mon père, parce que quand on choisit ces métiers-là, c'est ce que je disais, on cherche un cadre. Et voilà, il a été très important pour moi. Et après, Monaco. Monaco, grosse étape dans ma vie, parce que là-bas... beaucoup d'argent et du coup c'est une clientèle qui a l'habitude d'aller dans des restaurants, donc il faut être créatif, il faut être très propre, il faut savoir se tenir, beaucoup d'élégance. Donc Monaco m'a fait beaucoup de bien dans ma carrière. Quels sont les défis les plus importants auxquels ta profession va être confrontée demain ? On peut penser justement à tout ce qui est approvisionnement durable, l'éducation des consommateurs, comme tu peux le faire auprès des enfants. On a une petite chose dont on n'a pas parlé, mais c'est une catastrophe aussi. La seule école de poissonnerie qu'on avait ici à Paris a fermé cette année. Donc on est en manque d'apprentis, on est en manque de jeunes à former, on est en manque de repreneurs parce que les poissonneries, les poissonniers forcément vieillissent. Il faut des gens pour venir reprendre, pour vous alimenter tous les jours. Donc c'est une filière qui est en déclin, en manque de personnel, comme beaucoup de métiers. Mais en poissonnerie, on en manque fortement. Et c'est pour ça que je dis que c'est super cool d'être poissonnier. Un appel pour devenir apprenti. Honnêtement, je repense à moi, j'avais 16 ans. Si je repense dans ma tête et je me dis, mais on m'aurait dit que je serais poissonnière, jamais j'aurais imaginé et j'aurais cette vie-là. Et en fait, j'ai été pris dans un engrenage où j'ai jamais arrêté parce que j'ai rencontré des gens fabuleux, qu'on m'a raconté des histoires, que je vais pêcher, que j'ai découvert un monde qui me fascine et où on est soi-même. On est en contact avec la nature, on est en contact avec les vraies choses de la vie. Des fois, j'appelle ça la vraie vie. Mais je suis pas sur mon téléphone, je suis pas sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, oui, mais pas dans le sens à scroller toute la journée ou à envoyer des mails. Oui, c'est plus pour ce que tu disais, représenter un peu aussi en tant que MOF. Ouais, c'est ça. On est obligé aujourd'hui parce que c'est le système, mais on est dans le concret. Quand on est à la boutique et qu'on salue un client et qu'on lui demande comment il va, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans leur journée et ils rencontrent pas tant de monde que ça. J'espère qu'en tout cas, peut-être que cette vidéo, ça donnera des vocations aux jeunes. Je suis sûre, moi. On va appeler Guillaume Gomez et l'organisation des poissonniers et on va monter une école dès demain. Pari tenu. Hein. Parfait, ok. Non, mais c'est des projets qui peuvent être chouettes. On est en train de se battre pour. On va parler d'un projet du coup qui te tient beaucoup à cœur. 20 000 lieues sur les mers. Oui. Donc ça, c'est un projet assez incroyable puisque tu as fait un peu le tour du monde pour aller à la rencontre de pêcheurs dans plein de pays différents pour te nourrir un peu de différentes techniques de pêche. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce projet, en quoi ça consiste exactement ? Oui, du coup 2023 meilleur ouvrier de France. C'est vrai que moi j'ai pas de boutique. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais je peux pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui l'ont pas eu, mais on devient meilleur ouvrier de France et puis c'est pas une dépression, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire parce que pendant 8 ans je me suis réveillée en pensant qu'à ça, travail d'acharné. Perfection tous les jours. On ne peut pas s'imaginer après le meilleur ouvrier de France parce qu'on ne sait pas si on va l'avoir. Donc oui, je l'ai. Je suis très contente. J'ai bu un peu de champagne à Paris. Super. Mais qu'est-ce que je fais après ça ? Ça a été une grande question qui m'a un peu calmée, dans le sens où je me suis dit, mais mince, j'ai vraiment pas de solution. Mon grand-père, il n'est pas pêcheur. Moi, je suis parisienne. Donc, je suis meilleur ouvrier de France. Je travaille très bien. J'ai des connaissances de livres qui sont...
potentiellement irréprochable. Je connais les tailles, les noms latins. Mais je me suis dit, c'est quoi qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce que je veux justement pour le futur de mon métier? Et je me suis dit, il est peut-être temps de me créer mon histoire et d'arrêter de répéter un peu ce que j'ai appris. Et là, je me suis dit, pars. Et voilà. J'ai eu des coups de fil à droite à gauche pour des propositions de travail à l'étranger. Et je suis partie faire un tour du monde qui s'appelait 20 000 lieues sur les mers. Il s'appelle 20 000 lieues sur les mers parce que notre MOF était sur le thème de Jules Verne. D'accord, ok. Et donc j'ai fait... Ça fait sens. Voilà, j'ai fait ce thème-là et quand je suis partie, il fallait monter un dossier. On l'a appelé 20 000 lieues sur les mers. Je suis partie. Honnêtement, j'avais aucune idée de l'année que j'allais passer parce que j'ai préparé ça en 1 mois et demi. Ah oui, dis donc. Voilà. Ah, c'est rapide. Oui. Bon, on aime bien les choses. On est poissonnier là, il faut que ça, voilà, Ah faut oui, que ça avance. ça envoie là. Non, oui, voilà, l'idée est née, le temps de faire le dossier et puis je suis partie et puis et j'en reviens toujours pas. J'ai encore beaucoup de mal à me dire que ça s'est aussi bien passé. Alors en quoi ça consistait exactement? 20 000 lieues sur les mers, c'était un peu ce que je faisais déjà en France, mais aller à la rencontre des artisans de la mer. Donc, entre guillemets, j'essayais de me mettre des obligations dans tous les pays, c'est d'aller pêcher, de découvrir une pêche traditionnelle et ou en tout cas importante dans le pays, d'aller faire des 4 mains. Donc soit avec des chefs sur place, soit des dîners dans les ambassades, de rencontrer les producteurs locaux et de faire des masterclass avec les enfants dans chaque pays. Génial. Ouais. Et voilà. C'est extra. Et 17 pays après, 17 pays en 10 mois. Ah, dis donc. Ouais, je suis revenue et complètement changée. Ah bah j'imagine que ça a dû te transformer. C'est ça. Puis c'est vrai que pendant 8 ans, à penser au MOF, on est très cadré, voilà, il faut rien laisser. Ouais, et puis d'un coup, t'as la pression qui et puis ouais, redescend. je me suis découverte en fait moi-même dans ce voyage et j'ai eu la chance de rencontrer des pêcheurs, des communautés, des enfants qui m'ont complètement bouleversée et de me montrer que le monde il est magnifique et qu'il faut en prendre soin, ça c'est sûr. C'est quoi ton plus beau souvenir de ce voyage? Le plus émouvant ou ce qui t'a le plus marqué? En fait, c'est difficile de parler de ce voyage parce que j'ai rencontré des gens et choisir entre des gens, c'est compliqué. Difficile. Je sais que ce qui m'a soulagée dans ce voyage, c'était avec les enfants. Parce que l'insouciance des enfants, elle est extraordinaire. Et voilà, c'était très intense, tous les 24-48 heures, changer de lieu. Pour beaucoup, je ne sais pas comment expliquer cette organisation du voyage. Enfin, tout s'est fait un peu au fur et à mesure. Des fois, je me réveillais genre à 3 heures du matin pour faire des visios avec le Japon. Des fois, je me couchais à minuit pour faire des visios avec le Canada. C'était assez... Ah oui, assez intense. Fuseau horaire du monde, quoi. Et c'est vrai que quand je trouvais ces enfants, ça me faisait du bien. Parce que l'organisation a été complètement folle. Donc, meilleur moment, je pense, les rencontres de communauté et les enfants. Et quand tu dis que ça t'a changé, ça t'a transformé, est-ce que tu peux expliquer en quoi et pourquoi ça t'a changé comme ça? Là, j'ai vu des gens qui n'ont pas forcément grand-chose, qui vivent de la pêche, qui sont hyper heureux, qui sont hyper soudés entre eux, bienveillants. Ça m'a un peu amené de la simplicité et ça, je veux absolument le garder. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison, c'est dans la simplicité qu'on retrouve aussi le c'est bonheur. ça. J'étais à Madagascar, visiter l'élevage Ozo. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir invité là-bas. Et voilà, on a des petits-enfants qui ont de l'eau, mais il faut aller chercher l'eau. Et dans ce voyage-là, est-ce que tu as découvert justement des techniques de pêche que tu ne connaissais pas? Oui, pas forcément que je connaissais pas parce qu'on en entend parler, mais j'ai été pêcher sur la glace au Canada. J'ai plongé avec les femmes amas, donc c'est des femmes qui ont entre 50 et 80 ans qui pêchent l'ormeau en apnée au Japon. Ah oui, dis donc. Ah ouais, elles sont impressionnantes. Enfin, elles arrivent sur le marché pour vendre leurs ormeaux. Elles ont des caddies parce qu'elles peuvent plus marcher. Mais toute la matinée, elles étaient dans l'eau en train de plonger en apnée à 3-4 mètres de profondeur. Donc, c'est impressionnant. Irréel. Donc il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la pêche au cormoran au Japon. Ça consiste en quoi exactement? Eh bien, quand la nuit tombe, ils descendent avec un bateau. Et c'est un... Bon, je vais pas vous dire les noms japonais, mais c'est un maître cormoran, on va appeler ça. D'accord. Et il a 10 cormorans qui sont accrochés à des ficelles. Donc ils font de la lumière sur le bateau. La lumière effraie les poissons dans la rivière. Et les cormorans les pêchent. Et dès qu'ils les pêchent, le maître cormoran les remonte sur le bateau et lui fait régurgiter le poisson. Ah oui, ok. Voilà. Donc ils utilisent les animaux pour... Ils utilisent les cormorans pour pêcher. Ah, c'est Et original. ça, c'était un arrêt dans le temps complètement... Parce que j'imagine que c'est une technique de pêche qui est un peu ancestrale. Ok, complètement ancestrale. Ouais. Et qui est toujours du coup d'actualité en fait dans certains... elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est pour garder la tradition parce que bien évidemment, le monde il a évolué et qu'ils ne peuvent plus forcément en vivre. Mais ils le font toujours et puis... ça m'a permis de la découvrir. C'est quoi le produit le plus incroyable que tu aies pu travailler, ou le plus original? Je pense qu'il y a une fois dans mon voyage où j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je te donne le numéro de l'hôtel. Si demain, tu n'as pas de nouvelles de moi, appelle les urgences. » Parce qu'en Islande, le 23 décembre, ils décident de manger la pire nourriture
pour que le 24, ils mangent la meilleure. Donc, ils m'ont fait goûter de la raie fermentée. Donc, la raie, c'est un poisson, souvent, c'est les ailes de raie. Oui, puis le poisson fermenté, Ouais. bon, c'est pas ce qui... Mais la raie, pour les poissonniers ou les chefs, ça sent l'ammoniac D'accord. au bout de quelques jours. Mais là, ils la gardent 5 mois. Ils la font bouillir. Ils mettent des intestins d'agneau ou de mouton, excusez-moi, je sais plus. Et là, j'ai cru que mon corps fondait complètement. Et t'as goûté du coup J'ai mangé. Ah oui. Et alors c'est absolument horrible. Non, c'est absolument horrible. Je suis sortie de là en appelant ma mère, justement, pour la prévenir. Mais voilà, c'est une tradition, c'est ce que je cherchais dans mon voyage. Et après, la chose la plus improbable, le phoque. D'accord. Voilà. Ok. Le phoque au Canada, parce que j'ai été sur les îles de la Madeleine rencontrer les chasseurs de phoques. Et bien évidemment, j'ai goûté le phoque, qui a un petit goût de... C'est du gibier, c'est de la viande rouge, mais assez salée, parce que ça mange du poisson. Assez intéressant à faire en tataki. Voilà, c'était intéressant. De plats. C'est ça. Sur la transmission, c'est un peu le thème principal de cette émission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui accordent aussi de moins en moins d'importance au goût. Il y a beaucoup de gens, le midi, ils n'ont pas le temps de déjeuner, ils prennent des sandwichs de marque industrielle ou des sushis industriels avec du poisson industriel. Qu'est-ce que tu dirais pour les sensibiliser à manger mieux et local ? C'est hyper délicat parce que je connais la vie parisienne et que moi aussi j'ai mangé des sandwichs chers et pas bons et qu'on est en manque de temps et qu'aujourd'hui il faut que tout le monde en prenne conscience parce qu'en fait c'est pour l'environnement, c'est pour les agriculteurs qu'on fait ça, c'est pour tout le monde. Donc aujourd'hui, si quelqu'un avait la réponse, je pense que ça irait beaucoup mieux. Achetez aux producteurs à côté de chez vous, essayez de vous faire des repas à l'avance. N'hésitez pas à aller voir les artisans. Allez chez les bouchers, allez chez les poissonniers, allez chez les primeurs. C'est pas forcément beaucoup plus cher qu'en grande surface aujourd'hui. Et puis vous avez l'histoire, vous avez un savoir-faire qui est là. Essayez d'aller chez les artisans. C'est vrai que parfois on voit des grandes surfaces qui sont juste à côté d'un artisan poissonnier, que le prix au kilo est effectivement un peu plus cher chez l'artisan, mais au final sur le petit morceau qu'on prend, ça va pas changer grand-chose. Alors oui, il y a des choses plus chères, parce que bien évidemment quand on va faire un poisson d'exception, ou quand on va faire une viande maturée, ou quand on va... Et oui, forcément c'est un petit peu plus cher. Mais aujourd'hui, je pense que dans toutes les poissonneries, le rôle du poissonnier, c'est aussi de vous guider sur des plats que vous pouvez manger tous les jours. Parce qu'un client qui vient une fois pour un poisson d'exception, c'est pas forcément le meilleur client. Nous, on aime bien la petite grand-mère qui vient tous les jours. Voilà. Oui. Ça stabilise aussi notre business. Donc, c'est aussi à nous de vous guider. Mais oui, si on mange de saison et qu'on demande conseil, on peut arriver à faire des paniers moyens au moins concurrentiels au supermarché, avec de la qualité. Parce que les supermarchés, c'est quand même bourré de, pour rester poli, de choses pas bonnes. On peut le voir aujourd'hui, il y avait une étude, je ne sais plus la qualité, mais dès que le nombre de cancers avait explosé ces dernières années... et qu'il y avait un lien forcément avec l'alimentation. Essayez de choisir bien vos artisans et puis nous on essaye de faire marcher les producteurs français. Et en fait c'est toute une filière. On ne se rend pas compte que d'aller chez le boucher, on fait travailler le boucher, mais on fait aussi travailler l'élevage. Nous les poissonniers, on fait travailler les pêcheurs français. C'est pour ça que j'ai été chercher les histoires des produits, c'est que si demain je te donne un bout de poisson, c'est peut-être bon. Si demain je te donne le bout de poisson, mais que je t'explique, que je te ramène l'histoire, que je te dis que derrière il y a des gens, tout de suite ça devient meilleur. Ça change tout. Et voilà, quand vous achetez français, vous achetez pas seulement un produit. Vous faites vivre beaucoup de familles. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un message important à transmettre. Aujourd'hui, quand vous achetez une huître, l'huître, elle a grandi 3 ans. Il y a l'ostréiculteur, il y a l'emballeur, il y a le transporteur, il y a nous, les revendeurs. Et puis c'est 3 ans. On a oublié ça, mais quand on mange quelque chose... C'est pas construit la veille comme un iPhone, là. C'est quelque chose qui a eu le temps de grandir, qu'il a fallu nourrir. Ça, faut bien le garder en tête. On a tendance à être trop dans l'instantané. Et quand on achète nos produits, quand on veut, n'importe quand, on se rend peut-être plus compte qu'effectivement, derrière, il y a un travail qui prend du temps. Et un savoir-faire aussi. Et ça, c'est pour moi, j'appelle ça un peu l'énergie spirituelle. Et j'ai eu la chance, pendant le Covid, de faire un stage chez une dame, Eve, qui a un menton et qui plante des fleurs comestibles. Donc elle est un peu dans cette spiritualité-là et elle m'a ouvert, parce que moi j'étais très bornée, très poissonnière, boum boum boum. Et elle m'a ouvert à tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se nourrir de la vie. Alors je suis pas du tout baba avec des encens tous les soirs chez moi, mais c'est hyper important. Le voyage aurait pu te transformer à ce point-là. Non, honnêtement un peu, mais je peux pas en parler comme ça. Mais oui, ça m'a transformée parce qu'il y a des projets qui arrivent qui seraient jamais arrivés si j'avais pas fait ce voyage. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut écouter les histoires et se nourrir des histoires, tout simplement. Et justement, tu parles de projets. C'est quoi tes futurs projets alors ? Les futurs projets, c'est repartir dans certains pays qui m'ont beaucoup touchée pour justement parler avec beaucoup de légèreté parce que j'ai envie de faire découvrir ça aux gens et que dans mon voyage, c'était très délicat parce que je changeais souvent. J'apprenais à me découvrir, mais j'apprenais à découvrir les gens. On n'arrive pas avec une caméra comme ça. Ah oui, bien sûr. Il faut Donc voilà, faire sa place. J'ai essayé de transmettre ce que j'ai pu, mais très égoïstement, j'ai aussi pris beaucoup. Et je crois que ça a
pas mal plu, donc je suis pas mal réinvitée. Donc beaucoup de voyages encore. T'as pas fait un reportage sur ce voyage-là, par exemple Non. C'était vraiment pour toi, en fait, du coup, c'est ça c'est surtout qu'en prévoyant un mois et demi, un tour du monde, on n'a pas le temps de penser aux caméras et à tout ça. Moi, j'ai acheté un ordinateur avant de partir, donc voilà. C'était déjà bien. Mais du coup, c'est cool parce que je repars et surtout, 20 milieux sur les mers et de retour en France avec un concept super cool qui sera bientôt sur vos écrans à la maison. Et c'est un concept où on va aller pêcher, rencontrer les producteurs, faire des masterclass dans les régions françaises pour mettre nos artisans en avant et puis vous faire découvrir cette filière. Parce que si elle me passionne autant, moi, parisienne, 17 ans, c'est que je pense qu'elle peut en passionner beaucoup. Plein de projets à venir, et des gros projets du coup, j'ai l'impression. Des beaux projets, c'est ça. Et surtout une école de la poissonnerie, j'espère, parce que ça, c'est... C'est ce qui manque cruellement au secteur. C'est de là où ça naît, en fait. Ouais. Enfin, la transmission, il faut apprendre les bases. Hein. Bien on sûr. peut apprendre sur le tas, mais l'école, c'est bien. Qui est-ce que tu aimerais voir au micro ici pour une prochaine interview ? Bonne question. Super. C'est horrible comme question parce que je rentre du CIRA, que j'ai croisé 800 personnes et que quand je pense à quelqu'un, je pense à tout le monde. Du coup, je pense que la personne qu'il faut inviter ici, et ça a été mon coup de cœur de fin d'année dernière, parce que c'est un peu mon parcours, mais dans le pâté en croûte, c'est Manon qui s'est lancée, qui a ouvert son entreprise Noman, qui est super jeune, qui est super fun, qui est super drôle. Et qui fait des pâtés en croûte. Elle est passionnée et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Voilà, le but, c'est vraiment la transmission, donc j'espère que ça pourra donner des vocations, en tout cas. Non, mais c'est sûr. Là, on fait 200 inscrits demain à l'école de la poissonnerie. J'espère bien, même 300. Non, mais je parle de la poissonnerie, mais il y a les pêcheurs, il y a toute la filière. Tous les métiers, en fait, tous les métiers autour des produits de la mer. Oui, et l'artisanat. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'artisanat, c'est l'une des plus grandes familles du monde et qu'on peut travailler dans tous les pays. On peut être le meilleur médecin, on peut être le meilleur avocat. Il y a plein de pays où on ne peut pas aller. Nous, nos mains et notre savoir-faire, on peut voyager partout. Et ça, c'est une grande chance. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu et qu'elle t'a donné envie de t'intéresser au métier de la mer et pourquoi pas susciter en toi une vocation. Tu peux aller voir la chaîne de Sonia Pichet, je te mets aussi le lien en description. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo à tous les amateurs de gastronomie française, cela m'aiderait beaucoup. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je partage plein de contenus autour de la gastronomie française dans des formats plus courts. Et sinon, mon prochain invité, c'est lui, je te laisse me dire en commentaire si tu le reconnais, c'est aussi un meilleur ouvrier de France. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine interview gourmande.